Pourquoi est-elle l'une des supercars les plus dangereuses au monde en termes de timbritude et de disjoncté de la cervelle? Ferdinand Piëch. Cette voiture a toujours été considérée comme mortelle. Le péché originel ou bien une malchance? Certaines voitures ont la réputation de tueuses professionnelles. Il y a le cas de la Corvair qu'on a déjà traité sur cette chaîne, il y a la Viper, mais certaines sortent du lot pour leur côté luxueuse. Yo les ex-drivers, que tu sois Inger ou un gars. Ici Darius et aujourd'hui il s'agit de la première vidéo de ce mois de novembre, très spécial. Je vais vous parler d'une voiture qui de base est très connue et assez rare. Cette voiture c'est la Viper allemande des riches et qui sera mise sur le devant de la scène en tuant un pilote et un acteur automobile célèbre. Signé Porsche, cette voiture sera la représentante des supercars Porsche pendant pratiquement 12 ans et dont son prix grimpe en flèche depuis quelques années. La voiture n'est rien d'autre que la légendaire Supra. What the hell? Non, je déconne. De la Porsche Carrera GT bien sûr. Pourquoi est-elle l'une des supercars les plus dangereuses au monde? Pourquoi est-elle si légendaire mais aussi tristement connue? Si que vous le saurez. Sur ce, bon visionnage les gens. Porsche Carrera GT, les origines. Une origine complexe et problématique. La Porsche Carrera GT est une supercar du constructeur automobile allemand commercialisée de 2003 à 2006. Successeur de la folle Porsche GT1 et ancêtre de la 918 Spider, à l'origine présentée comme un concept car par le constructeur, la Porsche Carrera GT doit son existence à un mec qui n'a rien à envier à Muscade et Foufou Tesla en termes de timbritude et de disjoncté de la cervelle, c'est-à-dire Ferdinand Piëch. Direction 1991, Porsche construit des moteurs V12 pour une écurie de Formule 1 qui s'appelle Footworks Arrows. Pour vous résumer cette écurie, c'est l'écurie de fond gris comme plus récemment Marussia, devenu Minor, en 2015. What the fuck? C'est quoi ce logo à chier? Petite pensée pour Jules au passage. Très clairement, les moteurs de Porsche étaient à Yesh. Et ça, Arrows le montre bien à Porsche et c'est normal. Porsche, c'est un spécialiste des flats, pas des V à l'époque. Donc ce V12 est une poubelle de métal mal préparée, lourde, fragile parce que ça pète tout le temps. Des fois, ça refusait de démarrer alors qu'il était moins puissant que les autres. Et si vous écoutez le son sur YouTube, vous verrez que ce V12 ne tourne jamais rond. Genre, ce moteur a explosé 5 fois d'affilée en 5 qualifications. En plus, ce V12 est basé sur l'accouplement de 2 V6 de Formule 1 turbo des années 80. Donc bonjour l'innovation, d'où son poids d'ailleurs. Bon, avant d'aller plus loin, c'est quoi le V12, V6 et juste après le V10? C'est une architecture de moteur, on les appelle les V, car ce sont 2 rangées de cylindres, donc un V6 c'est 2 rangées de 3 cylindres qui sont reliés au vilebrequin et cela forme un V, d'où le nom. Donc Porsche décide de créer un nouveau moteur, un V10. Faut commencer à raccrocher avec la Carrera GT, et là, Arrows a mis fin au contrat en plein milieu de la saison. J'ai envie de crever. Ouais, Arrows a rompu le contrat alors que le V10 de Porsche était déjà bien avancé et ils sont partis chez des vrais motoristes de moteurs solides, chez Honda. Je vous ai dit que j'aimais les japonaises. Du coup, l'équipe Porsche se dit, on fait quoi les gars? Ils vont le recycler pour l'endurance. En plus, ça tombe bien, leur caisse d'endurance sera refusée l'année d'après. Donc on l'adapte ce V10, on le fiabilise en faisant passer la cylindrée de 3,5 à 5,5 litres. On modifie 2-3 trucs qui le rendent plus solide et ils le mettent dans un prototype qui s'appelle LMP 2000 pour Le Mans Prototype 2000. Et le prototype, c'est un monstre qui a mis au tapis toutes les marques d'Audi. Cette marque est importante pour après. Il bat même le record autour sur la piste d'essai privée de Porsche. Mais voilà, le magicien timbré qui Ferdinand Piëch débarque et dit à Porsche que leurs protos ils peuvent se le mettre dans le huc. La raison officielle, c'est que le patron veut que Porsche travaille à remonter ses finances plutôt qu'à faire joujou en course, qu'il considérait comme une perte de temps vu la notoriété de la marque, en leur demandant plutôt de travailler sur leur premier SUV, qui deviendra plus tard la Porsche Cayenne, qui sauvera Porsche de la faillite en mode gros robinet de fric, littéralement. Non, la vraie raison c'est que Ferdinand refuse que Porsche marche sur les plates-bandes d'Audi en endurance. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il avait raison, car sans Cayenne, Porsche aurait coulé, sans la victoire d'Audi, Audi aurait été également dans le mal. Mais bon, ça ne change rien à la vie de ce V10, on en fait quoi? Surtout que bon, il commence à se faire vieux le V10, ça fait plus de 6 ans là. T'inquiète man, pour l'an 2000, tu as tous les gros poissons qui débarquent avec leur Merco McLaren SLR, la Ferrari Enzo, tous, sauf Porsche. Ah! Tiki de sa mère comme dit Créole. Ferdinand il débarque pour Totoche Azote. Ferdinand leur dit, rien à faire que vous n'ayez rien à présenter. Ce salon vous allez y aller. Vous avez 2 semaines pour botter le cul Ferrari, Mercedes et construire une supercar. Sinon, je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang.
Sinon, tout le monde va être viré en fait. Du coup, Porsche ressort le V10, construit un châssis entièrement en carbone, fout 2-3 innovations et 2-3 éléments de course, un peu de luxe, et allez hop, c'est emballé au suivant. Parce que oui, Porsche l'a construite en 2 semaines. La Carrera GT est dévoilée lors du mondial de l'automobile de 2000. Sa présentation a été assez spéciale car il a eu le droit à une mise en scène aux petits oignons. Porsche a profité de la situation de création tardive de la voiture pour la présenter. Le jour de l'ouverture du salon, au petit matin, la Carrera GT descend tranquille les Champs-Élysées sous la pluie pour terminer sa course devant la pyramide du Louvre. Et forcément, les gens se sont dit mais c'est quoi cette caisse? Et forcément, arrivé au Louvre, les agences de presse, invitées par Porsche, attendaient de savoir pourquoi Porsche les a fait venir et quel véhicule va leur être présenté. Et la raison pour laquelle personne n'avait entendu parler de cette voiture, c'est parce qu'elle a été faite en 2 semaines, donc Porsche a pu maintenir le secret absolu sur ce modèle, et à une époque où Internet n'existait presque pas, ce fut aussi beaucoup plus facile. Ce proto était légèrement différent du modèle de série. Elle n'avait pas de toit, et elle faisait 500 chevaux au lieu de 600. En tout cas, le coup de foudre il est là. 500 commandes dès les premiers jours, suffisamment pour que Porsche lance sa production de la Carrera GT. En tout, entre le début en 2003 et l'arrêt de sa production en août 2006, 1270 exemplaires ont été vendus à travers le monde. Cette voiture a été poussée au maximum et a été équipée d'équipements issus de la course, notamment par l'aileron arrière électronique qu'on retrouvera plus tard sur la Bugatti Veyron. Avec son châssis en carbone, elle ne pèse que 1380 kg. Bon, par contre, cette caisse s'appelle Killer Porsche et c'en est pour quelque chose, car cette voiture est considérée comme la dernière pure sang des voitures, car elle n'a pas de SP, pas d'assistant de freinage d'urgence, boîte méca, propulsion, et tout ce qui est train roulant et direction, ça vient de la course. Du coup, si tu prends trop la confiance avec cette voiture, tu atterris dans le décor, car elle ne pardonne aucune faute. Résultat, beaucoup de Carrera GT ont fini dans le mur ou carbonisés. Youpi! On en reparle après. Et autant aujourd'hui on le sait, mais à l'époque tout le monde la conduisait comme une 911 moderne. Résultat, 20% de celles qui avaient été produites ont été détruites avant même la fin de la production. C'est horrible! Pour vous dire la dangerosité du machin, même les pilotes pros la trouvent dure à conduire et certains sont morts dedans. Malgré son caractère qui ferait rougir la Devil Z pour sa dangerosité, elle est ensuite devenue une des rares voitures de série dont la vitesse de pointe dépassait à l'époque les 300 km/h. La carrosserie de cette voiture a été étudiée en dépensant des millions d'euros. Elle possède un CX de 0,39. Cette caisse est tout juste tout droit sortie du futur ou quoi? Elle possède des jantes ultra légères en magnésium et surtout, comme on va le voir dans un instant, avec l'absence de toutes ses aides, boîte auto, etc. Cette voiture est ultra légère pour sa catégorie et son époque. Genre, les deux concurrentes majeures, c'est la Mercedes McLaren SLR qui pèse 1700 kg et que la Ferrari 599 GTB pèse 1500 kg. Intérieur et équipement. Un intérieur digne sur une base de course. Elle possède un intérieur 2 places avec 2 sièges paquets. L'intérieur est tout recouvert de cuir d'Alcantara. Elle était vendue à 2 couleurs seulement. Un marron qui se rapproche du chocolat au lait et un intérieur gris très sombre. Son levier de vitesse est positionné non pas au plancher mais de façon assez surélevée pour se rapprocher du volant. Ce qui a pour avantage de réduire la distance entre le volant et le levier pour permettre un changement de vitesse plus rapide, mais le plus gros inconvénient est de ne pas pouvoir poser son bras sur le tunnel central. En revanche, le pédalier est magnifique, avec 3 pédales en aluminium massif fixées par le bas comme la pédale d'accélérateur des BMW, ce qui facilite grandement le talon pointe qui est primordial pour conserver la transmission et le moteur. Vous savez ce qui pourrait conserver notre passion ? C'est ça. La Ligue de défense des conducteurs a créé une nouvelle pétition urgente. Cela concerne le projet de loi européen qui vise à suspendre le permis aux plus de 75 ans s'ils échouent au test médical. Concernant ça, effectivement, c'est quelque chose qui peut se débattre. Et dans les deux parties, effectivement, il y a plein de bons arguments au point où je ne sais pas quelle partie prendre. Mais la raison pour laquelle la Ligue de défense des conducteurs a créé cette pétition, d'où cette pub, c'est aussi parce qu'ils ont peur que l'Europe utilise encore une fois la fameuse méthode du domino en y allant petit à petit et décide un jour de faire comme la France le fait avec les armes à feu actuellement. En gros, imaginons, vous respectez le code de la route et tout, vous avez tous vos points, mais avez une conduite assez sportive. L'Europe pourrait très bien retirer votre permis justement car vous ne respectez pas les codes de l'éco-conduite ou être considéré comme dangereux. On pourrait aussi suspendre votre permis si vous avez des tendances politiques pro-automobile comme moi par exemple, qui aurait cru que l'automobile serait rangé dans la même classe que les armes à feu, ou suspendre votre permis si vous avez conduit une voiture trop polluante. Bref, vous voyez le truc. Donc l'association de la Ligue des conducteurs a créé cette pétition pour contrer ce projet ou, dans le pire des cas selon eux, faire en sorte qu'il soit fixe en faisant en sorte que cela reste uniquement pour le cas des seniors. Si vous voulez signer cette pétition et participer à la liberté automobile, le lien de la pétition sera en description, commentaire et normalement dans les fiches. Désolé pour ce hors-sujet, on revient à la vidéo.
Elle possède aussi divers équipements de série, comme une climatisation automatique, un ordinateur de bord avec lecteur CD, vitre électrique, miroir réglable électriquement et un système anti-démarrage. Parce que oui, tout ça c'était très rare à l'époque. Mais ce qui est rare aujourd'hui, c'est d'avoir un moteur et une boîte aussi folle que la Carrera GT. Le moteur et boîte. Un moteur et une transmission comme on n'en fera plus jamais. Le moteur de la Carrera GT est loin d'être une merde, ça c'est sûr. C'était sûr! Pour atteindre une telle performance, ce V10 de 5 litres 7 venant des voitures de course est donc très léger. Ce moteur se place en position centrale arrière montée longitudinalement et il est totalement novateur. Logique quand tout vient du monde de la course, notamment le système d'injection haut débit signé Bosch, un double abracam en tête avec VarioCam, donc en gros le VVT, ce qui était rare à l'époque, avec son ratio de compression de 12:1, c'est l'un des moteurs, voire le moteur avec le plus gros taux de compression à l'époque. Cette voiture a une puissance de 612 chevaux à 8000 tours minute, pour un couple de 590 Nm à 5750 tours minute. Le tout point 0 à 100 en moins de 4 secondes, ce qui est banal aujourd'hui, mais qui à l'époque était formidable comme les 2 secondes 5 des voitures actuelles. Et comme le moteur de la Carrera GT provenait de la course, il a amené avec lui son lot de bizarreries. Son embrayage en carbone était minuscule. Le truc, c'est carrément un embrayage de moto parce que c'est un embrayage multidisque. Et cet embrayage est succulent pour deux choses. Volant moteur petit, embrayage petit et léger, donc le moteur monte vite en régime tout en ayant un bon équilibre. Et le deuxième avantage, c'est qu'il dit petit embrayage dit que l'on peut positionner le V10 extrêmement bas. Tellement bas que des Subaru et des 911 ont explosé de jalousie. T'es mal moteur, roule bas ou roule pas. Côté transmission, on part sur une bonne boîte à 5 leviers 6 vitesses reliée au roue arrière grâce à un autobloquant. La Carrera GT, c'est la dernière vraie supercar qui respecte sa catégorie supercar. Donc des voitures avec des super sensations. Un moteur Atmo, une boîte méca, des freins céramiques très rares à l'époque, sans USP et un ABS permissif. Mais c'est aussi ce qui fera sa perte à une époque où les gens s'étaient déjà habitués aux voitures modernes. Le drame. Un drame qui va faire tout l'inverse qu'espéré. Cette voiture a toujours été considérée comme mortelle. Des gens comme Jay Leno, Jeremy Clarkson ou plus récemment André Le Taurier en ont failli faire les frais. Malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Le 30 novembre 2013, l'acteur du film Fast and Furious Paul Walker était passager d'une Porsche Carrera GT conduite par son ami Roger Audas, un pilote pro qui perd le contrôle de la voiture à Santa Clarita. La voiture percute alors un poteau électrique et plusieurs arbres avant de prendre feu, tuant les deux hommes. Malheureusement, suite à cet accident médiatisé, la cote de la Carrera GT a explosé depuis, et avec la politique anti-voiture et anti-thermique, sa cote explose encore plus, tel un joyau ultime. Bien évidemment, cet accident sera bien plus détaillé dans une autre vidéo qui arrivera bientôt. Merci à vous d'avoir regardé tout ça. Sauvons les 100% méca et gloire à l'automobile thermique.